Oui. Donc, Mais pourquoi produire des carburants très forts en soufre en direction du continent africain? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est une question avant tout de profit ou pas? alors justement, ça c'est un élément qu'on met en avant notamment dans le rapport Dolce Diesel, c'est qu'on met en avant un procédé de fabrication supplémentaire. On comprend et on mesure bien l'impact sanitaire. Vous parlez même de bombes à retardement sanitaire sur le continent africain, mais concernant précisément les moteurs des voitures. Les moteurs des voitures, qu'en est-il? Ils font le mal, ils font du mal eux-mêmes et ils confessent eux-mêmes. Personne ne les pousse, personne ne les oblige à dénoncer le mal qu'ils nous font. Mais par hasard, comme serait une mouche qui les pique, ils sortent des choses qui nous ont été cachées. Mais auparavant, quand ça avait commencé, quand ils faisaient ce mal-là, à l'insu de tout le monde, à l'insu de l'homme noir, de l'homme africain, ils le savaient, eux, ils le savaient. Enfin, dans votre revue de presse, Sandrine Gomez, cette révélation d'une ONG suisse, des négociants suisses vendent du carburant toxique en Afrique. Oui, cette affaire fait notamment les gros titres aussi de la presse française et notamment du journal Le Monde. Vous allez voir ce titre: des carburants toxiques transitent dans les stations africaines. C'est le résultat de 3 ans d'enquête de l'ONG suisse Public Eye. Elle vient de publier un rapport inquiétant sur les pratiques de traders suisses dans le secteur donc des carburants en Afrique. On apprend que 4 négociants profitent de la faiblesse de la législation dans de nombreux pays pour vendre des produits bon marché mais extrêmement dangereux pour la santé des populations. L'ONG a notamment analysé la qualité des carburants à la pompe dans 8 pays africains. Sur 40 échantillons prélevés, aucun ne pourrait être vendu ailleurs qu'en Afrique. On y trouve notamment des teneurs en soufre 200 à 1000 fois supérieures qu'ailleurs. Il y a aussi du benzène retrouvé dans ces échantillons. La presse suisse se fait aussi l'écho de ce scandale. La Tribune de Genève publie une interview ce matin de la directrice de Public Eye. Selon elle, les négociants suisses jouent avec la santé de millions d'Africains. Si rien n'est fait, le continent pourrait avoir le taux de mort prématuré lié à la pollution automobile le plus élevé au monde. Sandrine Gomez, la revue de presse internationale dans Paris Direct. Merci et beaucoup. Ça ne nous rend pas faibles, au contraire, ça nous rend forts, ça nous donne plus de vigueur, plus de détermination, plus de combativité, parce que c'est par là que nous nous levons. Nous bénissons le Créateur vivant. Oui, mais la pollution en Afrique, ça va faire quoi? La pollution ne va rien faire. C'est vrai, il y aura des nègres de maison, il y aura des faibles, ces hommes qui s'accrochent totalement dans des capitales et qui sont bornés au système mondialiste, qui sont bornés au nouvel ordre mondial, qui sont bornés au modernisme, qui ne voudront pas consommer africain, qui dans l'orgueil se disent être du temps moderne. C'est leur problème. Ceux-là finiront avec leur cancer et beaucoup d'autres maladies et autres. Ils vont finir comme des mouches. Mais il y aura un reste. Cette souche-là sera toujours là. Nous allons vivre. Nous sommes debout. Nous allons marcher. Nous sommes debout. Nous allons nous lever. Nous sommes attaqués de partout. De partout. De partout. Nous sommes attaqués de partout. En tout et pour tout. Nous n'allons pas finir. Nous ne serons pas exterminés. Le Créateur vivant a dit, par son nom, par son glorieux nom, Mfumu Congo ne nous laissera pas tomber. Mfumu Nzambia Mpungu ne nous laissera pas tomber. Notre Père ne nous laissera pas tomber. Il est là, il est vivant, il nous soutient. De surcroît, nous sommes la dernière génération. Et nous sommes au XXIe siècle. Je dis bien,
Au XXIe siècle, toute arme forgée contre les fils de Jacob, contre les Congo, contre les fils du Mfumu Congo, cette arme-là sera nulle et sans effet. Parce que nous sommes déjà debout et nous sommes en train d'avancer. Ngeta. C'est ce que l'industrie pétrolière appelle la qualité africaine. Selon une étude de l'ONG suisse Public Eye, le carburant vendu dans 8 pays africains serait hautement toxique, avec des taux de soufre entre 200 et 1000 fois supérieurs à ce qui est autorisé en Europe. En 2030, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis et au Japon réunis. Anna Sylvestre Trainer est en Côte d'Ivoire, un des 8 pays ciblés dans le rapport. Nul ne s'étonne ici des gaz noirs qui s'échappent de certains pots d'échappement. Chacun connaît cette sensation d'étouffement dans les embouteillages, mais désormais l'inquiétude pourrait grandir. Car selon cette enquête menée par Public Eye, en collaboration notamment avec une ONG ivoirienne, eh bien le carburant ici aussi est hautement toxique. Dans l'essence, le taux de soufre est 15 fois supérieur à celui autorisé dans l'Union européenne. Pour le diesel, c'est encore pire, il est 350 fois plus important et cela est possible parce que les normes ivoiriennes le permettent. Les ONG en appellent donc à la responsabilité des autorités. Écoutez. Nous interpellons le gouvernement de pouvoir revoir exactement sa politique de sorte à permettre que le taux de soufre, le taux des produits qui sont mis dans le carburant de sorte à pouvoir être mis à la disposition des populations, soit revu et que cela soit sur la base des normes internationales, des normes européennes ou des normes américaines. Une législation plus contraignante, c'est possible selon cette ONG si la société ivoirienne qui raffine une partie du carburant ici en exporte au Mali et au Burkina Faso par exemple, eh bien si elle réduit le taux de soufre, il n'en coûtera que 20 francs CFA par litre pendant 10 ans. Cela ne coûte donc pas très cher et cela aurait un grand bénéfice pour la santé car selon cette enquête, si rien n'est fait, d'ici à 2030, 30 000 Africains pourraient mourir prématurément à cause des carburants. Plus tôt dans la soirée, nous avons parlé avec Marc Guénia qui a participé à l'enquête de Public Eye. Il nous affirme que les 3 sociétés pétrolières suisses ciblées dans le rapport ne sont pas les seules à vendre du carburant toxique en Afrique. Ces sociétés suisses que vous évoquez, en l'occurrence Trafigura, Vitol et Adax et Oryx, ne sont pas les seuls à la fois à vendre des carburants dans les pays africains, mais pas non plus les seuls à en livrer dans le continent. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce sont les seuls responsables, ce n'est pas du tout le propos d'ailleurs qui est le nôtre. Ce que nous on dit, c'est que ces sociétés occupent des parts de marché qui sont importantes et qu'elles ont une responsabilité par rapport aux carburants qu'elles commercialisent. Il y a quelques instants, notre correspondante à Abidjan nous disait que ces taux de toxicité sont permis par les gouvernements eux-mêmes, au moins en Côte d'Ivoire. Alors à qui la faute finalement ? Effectivement, c'est au gouvernement des nations de la planète qu'il incombe de réglementer la qualité des carburants en général, la teneur en soufre en particulier, mais c'est aussi valable pour d'autres substances comme le benzène ou encore les aromatiques. Donc ça, c'est une évidence. C'est au gouvernement africain de prendre conscience de cette problématique. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes associés à des ONG. Vous l'avez dit, notamment en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, au Ghana et au Nigeria, pour qu'ils mènent campagne dans leurs pays respectifs et sensibilisent les autorités à cette problématique. Maintenant, de notre point de vue, même si la vente de carburants toxiques par les négociants internationaux et ceux que nous pointons du doigt en particulier est légale, ça ne signifie pas pourtant qu'elle est légitime. Parce qu'on est face à des sociétés qui ont un modèle d'affaires, et ce modèle d'affaires, ça consiste à profiter de la faiblesse des standards en vigueur en Afrique pour écouler des carburants toxiques dont le prix est évidemment la santé de millions d'individus. Par ailleurs, je voudrais rappeler ce que disent les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains, c'est que lorsque la législation d'un pays est insuffisante pour protéger les droits de l'homme, dont le droit de la santé, lorsque une société opère dans un pays comme ça, la société ne peut pas se contenter du cadre légal, elle doit aller au-delà. Et justement, quels sont les risques pour la santé publique dans ces pays ?
En ce qui concerne la teneur, bon, ils sont multiples, hein, mais la conséquence majeure, c'est la pollution atmosphérique et puis, au final, des répercussions sur la santé. Si on prend substance après substance, on va d'abord parler du soufre. C'est la principale cible de notre rapport. C'est aussi la principale cible de la campagne que mène depuis des années le Programme des Nations Unies pour l'environnement. La cible, c'est le soufre pour deux raisons. Tout simplement parce que le soufre est intrinsèquement nocif. Il contribue à l'émission de particules fines qui viennent se loger profondément dans les poumons et qui peuvent provoquer des cancers des poumons, qui peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires ainsi que des maladies respiratoires. La deuxième raison de s'intéresser au soufre en particulier, c'est que le soufre est corrosif et détruit les technologies de contrôle des émissions, dont par exemple les filtres à particules, ce qui signifie que le problème du soufre, c'est non seulement que lors de la combustion, vous avez du dioxyde de soufre qui est répandu dans l'atmosphère, mais aussi d'autres substances comme le dioxyde d'azote, par exemple, ou le monoxyde de carbone, qui sont répandues en quantité qui ne serait pas nécessaire d'avoir dans l'atmosphère. Et à qui profite ce carburant toxique si le carburant est vendu ailleurs dans le monde avec des taux bien inférieurs? À qui est-ce que ça profite justement de vendre ce carburant toxique en Afrique? Écoutez, vous avez des sociétés qui ont fait leur modèle d'affaires du commerce des carburants. Pour faire du commerce de carburant, elles achètent des produits pétroliers intermédiaires la plupart du temps, ce qu'on appelle des blend stocks en anglais, donc qui sont pas encore au stade de l'essence ou du diesel. Ils les achètent auprès de l'industrie pétrochimique, de l'industrie chimique ou auprès de raffineries. Et puis ensuite, ils additionnent et mélangent ces différents produits intermédiaires pour en fabriquer un carburant. Ils vont fabriquer ce carburant en fonction des réglementations en vigueur dans le marché qu'ils visent. Donc si le marché qu'ils visent, c'est le marché européen avec ses règles strictes, sa faible teneur en soufre, l'interdiction quasi absolue du benzène, etc., j'en passe, ils vont fabriquer un carburant avec des composants qui sont propres. Chers Africains, chers Noirs, c'est pitoyable. Au lieu de continuer seulement à vous décaper la peau, au lieu de continuer seulement à porter des cheveux de mauvais goût, des perruques, des tissages, des mèches et autres, au lieu seulement de continuer à mettre des fausses ongles dans l'idéal, toujours l'idéal diabolique de lutter, de défier le Créateur vivant, de lui dire « Regarde, toi qui es imbécile, toi qui es dans les cieux, il fallait me donner ce type d'angle-là, ces angles artificiels. Il fallait me donner des angles pareils, aussi longs et aussi jolis, mieux que ce que toi tu m'as donné, au lieu de continuer de lui défier. » Réfléchissez un moment, repentez-vous en vérité, je vous en prie. Chers frères, éduquez vos sœurs, vos femmes, vos filles, vos mères. Éduquez-les, je vous en prie. Regardez par la fenêtre, regardez ce qui se passe dehors là, regardez ce qui se passe là. On est en train de nous tuer. Vous, pasteurs, vous, prêtres, vous, imams africains, ça fait rire quoi. Des noirs en robe et en cravate, des noirs. C'est malheureux quoi. Comment vous pouvez regarder vers l'Orient, vers l'Occident? Comment? Alors que vous le savez bien que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous le savez bien, il est écrit. Mais cependant, vous êtes en train d'être tués. Nous sommes en train d'être exterminés par l'Occident et par l'Orient. Nous sommes en train d'être tués par les nations. Et vous le savez que les nations ne nous apporteront jamais l'élévation. Jamais ne nous donneront la vie. Vous le savez. Mais vous prenez appui sur leur soi-disant religion, croyance et autres. C'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. Bonjour Valentino Virda.
Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche matières premières au sein de l'ONG suisse Public Eye, ONG qui a publié en septembre dernier donc une enquête révélant ce scandale. En tout cas, ces derniers mois, alors je ne sais pas si c'est lié à l'enquête que vous avez publiée ou pas, en tout cas ces derniers mois, plusieurs pays comme le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Togo se sont engagés à interdire l'importation de ces carburants et ce dès juillet 2017. Ça a suscité évidemment beaucoup de réactions au Standard hier pour réagir à cette décision et ça suscite également des questions. Alors, des teneurs en soufre plusieurs centaines de fois supérieures à ce qui est autorisé dans l'Union européenne. Comment peut-on l'expliquer et quel est le but pour ces industriels, Valentino Virda? Alors, pour répondre à la question qui est bonne, alors il faut savoir dans un premier temps que le soufre, en fait, il est naturellement présent dans le pétrole brut extrait du sous-sol. On a certaines huiles brutes qui sont ainsi plus concentrées en soufre que d'autres, typiquement des pétroles bruts du Nigeria comme le Bonny Light, fait par exemple partie des pétroles bruts dont la concentration en soufre est la plus faible au monde. Il en va de même par exemple des pétroles bruts d'Azerbaïdjan, d'autres au Moyen-Orient ou au Venezuela ont une très forte concentration en soufre. Et ensuite, cette concentration en soufre, elle est réduite lors du processus de fabrication de carburant qui consiste en fait à distiller le pétrole brut dans des raffineries. On soumet le pétrole brut à différentes températures et on obtient ainsi différents types de distillés. On obtient des essences légères à faible teneur en soufre, par exemple pour l'aviation, les automobiles, des essences intermédiaires comme le diesel ou le kérosène, et des essences plus lourdes à très forte teneur en soufre du coup pour les combustibles de soute utilisés notamment par l'industrie maritime. Oui. Donc, mais pourquoi produire des carburants très forts en soufre en direction du continent africain? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est une question avant tout de profit ou pas? Alors justement, ça c'est un élément qu'on met en avant notamment dans le rapport Dolce Diesel, c'est qu'on met en avant un procédé de fabrication supplémentaire qui est moins connu que le raffinage, mais tout autant usuel, qui consiste à mélanger des produits pétroliers intermédiaires de qualité variable, souvent toxiques, pour fabriquer un carburant. On a observé par exemple qu'il arrive que des déchets de l'industrie pétrochimique se retrouvent parfois mélangés à d'autres produits pétroliers semi-raffinés pour fabriquer des carburants. Cela permet à l'industrie pétrolière d'économiser les frais de recyclage ou d'élimination de ces déchets tout en augmentant le volume de carburant produit. Donc, cette pratique, elle est légale, il faut le savoir, parce que le carburant produit demeure conforme aux standards de qualité exigés par le marché de destination. Il n'en demeure pas moins que cette pratique est illégitime parce qu'elle tend à accroître la toxicité des produits et en fin de compte, de la pollution atmosphérique dans ces villes. On a retrouvé, c'est notamment la découverte de notre rapport, on allait prendre des échantillons de carburant dans 8 pays d'Afrique subsaharienne. Et on a retrouvé dans ces échantillons des concentrations très fortes non seulement de soufre, mais également d'autres polluants comme des composés aromatiques, du benzène, du manganèse. Ouais, des benzènes, effectivement, là aussi dans des proportions qui sont interdites en Europe. Vous disiez que la méthode était condamnable mais pas illégale. C'est vrai que ces négociants profitent de la réglementation de ces pays qui autorisent une forte teneur en soufre dans les carburants importés, ce qui ne sera plus le cas d'ailleurs, je le rappelle, c'est important, au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Togo à partir de juillet prochain. Une question qui est souvent revenue au Standard, Valentino Virda. Autant on comprend et on mesure bien l'impact sanitaire. Vous parlez même de bombes à retardement sanitaire sur le continent africain. Mais concernant précisément les moteurs des voitures, qu'en est-il ? Alors, le soufre, en fait, a une propriété corrosive qui attaque les moteurs et notamment les technologies de contrôle des émissions, comme par exemple les filtres à particules. Donc, ces carburants à haute teneur en soufre, comme ceux qui sont souvent vendus et importés en Afrique, ils tendent à accroître l'ensemble des émissions polluantes, notamment du dioxyde de soufre, de particules fines, d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone, pour ne mentionner que les plus importants polluants atmosphériques nocifs pour l'homme. Donc c'est vraiment cet impact-là qui est important sur les moteurs et qu'il faut bien comprendre, parce qu'il est donc essentiel en fait pour diminuer cette pollution atmosphérique dans les villes africaines, de réduire dans un premier temps la teneur en soufre des carburants. Parce que sinon même les voitures les plus modernes, qui disposent en fait des technologies de contrôle des émissions, à terme, ces voitures-là, elles pollueraient autant que les voitures d'occasion qui sont aujourd'hui si nombreuses dans les villes africaines. C'est vrai que ces pays producteurs de pétrole sont bien souvent obligés d'exporter leur pétrole, en l'occurrence en Europe, pour qu'il soit raffiné donc sur place, et ensuite ces mêmes pays africains sont obligés de l'importer. Pourquoi ne pas tout faire sur place, Valentino Virda ?
Alors, il faut savoir que la plupart des raffineries africaines, elles ne sont pas capables en fait de produire suffisamment de carburant pour subvenir à la demande domestique. Donc, ils sont obligés d'importer ces carburants. Mais aussi aujourd'hui, la plupart des raffineries africaines ne disposent pas des dernières technologies qui permettraient en fait de produire des carburants à faible teneur en soufre. Dans ce sens-là, il y a des investissements qui doivent être consentis. Ces investissements, la Banque mondiale les a calculés une fois pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Il s'agirait d'investir 6 milliards de dollars. Mais qu'il s'agit chaque fois de mettre en lien en fait finalement avec les économies potentielles que l'on peut réaliser sur les coûts de la santé, évalués eux à 43 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Donc on est vraiment sur un rapport très important. Et pour répondre à la question par rapport à la Côte d'Ivoire, on a bien observé en Côte d'Ivoire que le carburant vendu et importé a parfois une concentration en soufre supérieure même à ce que la raffinerie domestique, la société ivoirienne de raffinage, est capable de produire. Ah oui. Donc cela souligne à nouveau l'importance de renforcer ces standards de qualité sur les carburants. Merci beaucoup Valentino Virda d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à quelques-unes des questions des auditeurs d'RFI. Je rappelle que vous êtes membre de l'organisation suisse, l'ONG Public Eye. En fait, ce ne sont pas des choses étranges à leur niveau. Ce n'est pas de la transparence, mais c'est une forme de politique. Parce que le mal a été consommé. Le mal a atteint son sommet. Et il faut donc faire semblant de le dénoncer pour utiliser une autre facette. En fait, il faudra faire semblant, il faudra le dénoncer, il faudra crier au scandale, mais ce n'est pas de la transparence. Ce n'est pas de la transparence, parce que quand ça avait commencé, ces organismes, ces hommes-là qui les dénoncent, le savaient. Ils le savaient, ils étaient informés, mais ils observaient. Jusqu'à ce que ça atteigne un niveau donné. Quand ils discutent sur les intérêts, quand ils ne sont pas satisfaits au même niveau, en fait, quand certains se sentent lésés, ils commencent maintenant à dénoncer, à vendre la mèche. En fait, entre eux, la mèche de jalousie brûle et ils se mettent à dénoncer. Mais sinon, quand ça commence, ils sont au courant, ils savent. Mais pourquoi ils ne le dénoncent pas dès le départ? Nous ne leur obligeons pas de nous dire ce qu'ils font. Nous connaissons déjà le mal qu'ils nous font. Nous connaissons déjà comment ils nous regardent, quelle est la conception qu'ils ont de nous. Donc ça ne sert à rien de le dénoncer. Nous attendons que le Père se lève. Il n'est jamais écrit quelque part dans la Bible que nous allons nous lever et nous allons nous battre. Et en nous battant, nous gagnons. Non. Il n'est pas écrit quelque part que nous allons porter la rage, la colère, que nous allons nous lever pour détruire les nations. Non, pas du tout. Mais il est bien écrit que le Père créateur, que Mfumu Congo, Mfumu Zola, Mfumu Tulendo, oui, que le Créateur vivant se levera lui-même. Il va se lever et il va se mettre au travail, lui et l'armée des cieux. Ils vont se mettre au travail. Leurs habits seront totalement gaspillés de rouge, totalement salis de rouge de sang. C'est écrit. Mais pas nous. Mais quand il va se lever, nous allons crier victoire. Parce que c'est pour ça qu'il se levera. Donc, ils peuvent continuer à nous faire du mal, à nous attaquer partout. Nous, notre souci est que nos femmes arrêtent de porter les habits de mauvais goût sur leur tête. Ces cheveux de mauvais goût-là. Ces tissages, ces mèches et autres. Que nos frères et sœurs arrêtent de décaper la peau. Ça, c'est notre souci. Que nos frères et sœurs arrêtent de se vendre aussi faiblement dans les nations, aux hommes des nations. Que nos frères et sœurs se repentent en vérité. Que les hommes en robe et en cravate aient honte,
qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont que des trompeurs, qu'ils voient les choses comme nous les voyons en vérité, parce que Mfumu Nzambi Mpungu est avec nous. C'est ça notre souci. Et le reste, nous gardons espoir, nous sommes dans la joie totale, nous ne paniquons pas. Ça ne sert à rien de vous bouffer les nez entre vous, Monsieur des Nations. Soyez confidents, continuez de nous faire du mal, continuez de nous tuer, continuez de préméditer tout ce que vous préméditez. Le Créateur vivant, Mfumu Congo, Mfumu Zola, Mfumu Tulendo, Mfumu Nzambi Mpungu, celui que nous appelons le Créateur Ya, viendra. Et à chacun, il donnera sa part. Ngeta.